Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Je m'appelle Socrate et je suis un chat. Un chat libre penseur, un chat passionné, un chat savant sachant savourer les chavirements qui chamboulent les choses. J'invite dans mon arbre les chats, chattes et chatons, témoins de ces humains dont la plume nous ravit. Il s'appelle Lamartine, Alphonse de son petit nom. L'homme est élégant, rasé de près, sauf pour ses anglaises entortillées qui se mêlent à une chevelure brune et bourriffée. Si on le croise par hasard, dans un moment de réflexion, il n'a rien d'accueillant. Il paraît même effrayant. Mais son visage se détend très vite quand il vous voit. Il est beaucoup aimé par ses amis et par ses chiens. J'ai dit ses chiens? Pardieu, le gredin n'a jamais eu de chat. Comment est-ce possible qu'un homme si talentueux n'ait donc pas été inspiré par notre supériorité féline? J'ai peut-être la réponse. Au détour d'un chemin, j'ai rencontré Boniface. Boniface, c'est un gros matou, tout gris, plein de poils, un peu paresseux, mais il a l'esprit vif. Il vit aux 11 rue de Bellechasse. De sa lucarne du troisième étage, il a une vue splendide sur la rue de l'université qui est perpendiculaire à la sienne. Épiant pigeon et passant, il attire parfois le regard du poète qui réside au numéro 82. Bonjour Boniface, nous sommes impatients d'en savoir plus sur notre poète et personnage politique. Alors, dis-nous, comment il est, Lamartine? Ah bon, bonjour Socrate. Oui, Lamartine avait quand même un chat et j'ai l'honneur d'être celui-là. Lamartine, c'est un homme qui est déjà assez doux. Il a toujours été entouré de femmes. Il faut voir qu'il avait 5 sœurs et qu'à la différence de Chateaubriand, par exemple, il avait une très bonne relation avec sa mère. Toujours des femmes autour de lui, donc, et ces femmes, il va les entretenir, puisque, étant donné qu'il est le seul mâle, il sera héritier de tout le pouvoir, enfin, de toute la richesse terrienne de sa famille. Et cette richesse, il va la dilapider, si on peut dire, car il va donner des rentes très importantes à ses sœurs. Et même une fois qu'elles sont mortes, parce que deux de ses sœurs mourront malheureusement assez jeunes, il continue à payer, il paye leur mari. Lamartine, c'est un homme qui donne sans compter. Il est généreux. C'est quelqu'un qui, comme tu disais, qui est grand séduisant, poète. Et en fait, il avait un chien, c'est vrai. Comment est-ce possible? Et son idiot de chien, je dis bien idiot de chien, il dormait à ses pieds. Je le voyais, moi, mon Lamartine, qui était là dans son bureau cherchant l'inspiration. Et son chien, ben, il faisait rien. Lamartine lui-même disait de ce chien, quand je lui, quand je lui lis mes rimes, Fido s'endort. Et quand je chante, il aboie. Que veux-tu faire avec un chien? Il était très gentil et affectueux, mais il ne pouvait pas lui apporter ce que nous, les chats, apportons à toutes les âmes élevées. Ce chat, c'était moi, donc je le voyais à distance. Et avec lui, nous avons développé tout un rapport qui a permis de développer un peu ce qui lui manquait, sortir un peu de son talent, sortir de ce qu'il avait au fond de lui. Heureusement que tu étais là, Boniface. Il est vrai que Lamartine, enfermé à Paris, alors que c'est un rêveur, qu'il aime la nature, ne pouvait trouver d'autre solution que de se perdre dans ton regard, mon cher Boniface. Alors, ce Lamartine, surtout à Paris, on retient beaucoup son activité politique. Très jeune déjà, à 21 ans, il devient maire d'une petite ville appelée Milly. 2 années plus tard, il est même garde du corps de Louis XVIII. Il sait se faire remarquer, le jeune Alphonse. Cependant, il faut noter que sa vraie carrière politique commence après la Révolution de juillet 1830. Une année plus tard, il publie même une brochure politique
où il expose des idées qui sont pour le moins progressistes, surtout dans une époque de conflit comme a pu connaître le début du 19e siècle. Il parle de certains concepts naissants, des défenses de la liberté de la presse, liberté et gratuité de l'enseignement, séparation de l'Église et de l'État, chose qui n'arrivera que 70 années plus tard. Il parle également de suffrage universel, d'encore de l'abolition de la peine de mort ou même de l'esclavage. Entends-tu? Ça semble impensable à cette époque. Alors, notre cher ami Alphonse sera élu député dans plusieurs régions jusqu'à l'apogée de son rôle en 48 grâce à ses idées et notamment ses grands discours qui font sensation. Et raconte-nous un petit peu, Boniface, qu'est-ce qui s'est passé jusque-là en 48? Ah, il faut bien comprendre que Lamartine est d'abord un poète, mais il veut se rendre utile. Lui il disait qu'il se foutait de l'immortalité du politique ou de l'artiste d'ailleurs. Il ne s'engage pas pour lui, il s'engage sur ce qu'il pense pouvoir apporter. Chateaubriand, par exemple, courait après les titres, il en avait besoin pour asseoir sa vie décousue et dépensière. Lamartine se voulait sincère à ses idées. Lui aussi dépense beaucoup, Lamartine, mais il dépense pour faire plaisir à un, pour faire plaisir à l'autre. Et ce qui compte pour lui, c'est vraiment le sens des choses. Il va refuser beaucoup de postes que notre ami Chateaubriand n'aurait pas refusé. Il faut voir que Lamartine, eh ben, il est d'abord royaliste, comme Chateaubriand. Mais dans cette idée de royauté, il cherche surtout la stabilité du pouvoir. Et il faut éviter que les masses prennent le pouvoir comme elles l'ont fait à la Révolution. La Révolution, ses idées étaient formidables et Lamartine les chérit vraiment au maximum de son cœur. Mais le massacre qui eut lieu après fait peur. Alors Lamartine, quand il va s'engager dans la politique, c'est vraiment pour être au milieu, essayer de calmer les excès du drapeau rouge et calmer les excès du drapeau blanc. La royauté et l'extrême du peuple qui veut prendre aux autres alors que la royauté veut garder pour elle. Lamartine, c'est le citoyen de la République. D'ailleurs, ses trois mots favoris étaient liberté, égalité, charité. Il aurait voulu charité. Finalement, c'est fraternité qui sera tenue. Et il va effectivement apporter, comme tu le disais, des mesures très importantes et pousser vers ces idéaux humains. Alors, le moment important, il va rester très longtemps, comme tu dis, mais le moment important, c'était le 24 février 1848. Il disait lui-même, la main de la police sur la bouche du pays ne tient plus. Les émeutes se développent partout, en France et surtout à Paris. Le gouvernement corrompu et incapable essaye de bloquer justement que l'opposition, que le peuple se réunisse pour pouvoir déjà lutter contre la censure. Et c'est l'explosion. Les manifestations commencent à amener du sang, il y a des tirs, et l'armée se divise. Une partie est proche de la royauté, l'autre va rejoindre le peuple. Et au milieu de ça, eh bien, on a peur. Et alors, toutes les grandes voix s'écartent, parce que les grandes voix sont souvent liées à la lâcheté. Et le seul qui reste là, c'est mon Alphonse Lamartine. Lui n'a pas peur, parce que lui, il a des idées. Et il va prendre la voix avec sa voix de ténor et de grand parlementaire. Et il va amener lui-même le Parlement à choisir entre la régence, c'est-à-dire la continuité de cette royauté incapable, ou la commune, en fait, le drapeau rouge. Lui, il va choisir une nouvelle république, une seconde république qui sera basée sur les vraies valeurs de bienveillance. Et il va essayer de tenir entre les deux opposés. Et ça va marcher un temps. Et ça va marcher un temps. Et il va réussir à éviter le bain de sang. Le bain de sang qui paraissait inévitable. Mais lui n'a pas peur d'aller au milieu de la foule, de prendre le drapeau tricolore qui, comme il avait dit, et qui s'est resté très célèbre, a fait le tour du monde, alors que le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de Mars. On va le suivre un temps, mais après, évidemment, la politique politicienne et les rapports de force vont amener à ce qu'il se retire. Napoléon III a acheté les journaux du pays et avec cela, et avec beaucoup d'idées farfelues, en faisant croire qu'il aiderait les uns et les autres, prendra le pouvoir dans cette dictature qui suivra. Mais en tout cas, en 1848, le 24 février, Lamartine
se lève et évite le bain de sang. Et ça, c'est typiquement lui. Il a sauvé les hommes, il a sauvé les êtres. Tout à fait, merci Boniface, et tu as tout à fait raison. Ce qu'il faut retenir de Lamartine, c'est vraiment son influence dans le milieu politique. Les littéraires, ils ont plus tendance à se rappeler un certain ouvrage qu'on nommera les méditations poétiques. Alphonse est politique, mais c'est aussi un des fondateurs du mouvement romantique dans la littérature. Il compose beaucoup de poèmes sur les animaux, notamment lézards, papillons, chevaux, mais pas de chats. C'est scandaleux. On se doute qu'il aime la campagne. Il est d'ailleurs propriétaire du château de Saint-Point qu'il fait rénover et où on imagine a pu beaucoup s'inspirer pour ses thématiques. Ces thèmes, on l'a dit, sont bucoliques, souvent. Il dédie d'ailleurs un poème aux vallons de son enfance, plusieurs qu'il dédie aux fleurs, mais il sait aussi aborder des sujets plus graves, comme la sagesse, la gloire ou la charité, termes qu'il aime tant, tu l'as souligné auparavant. Au milieu de toutes ces dérives, il y a même deux éléments qui ressurgissent. D'une part, c'est l'idée de Dieu, et de l'autre, celle de l'amour qui tourmentera durant toute sa vie notre cher Alphonse. Alors, si tu le veux bien, Boniface, on va commencer par Dieu. Dieu, il est partout. Dans le poème La sagesse, on retrouve d'ailleurs ces vers. Insensé le mortel qui pense. Toute pensée est une erreur. Vivez et mourez en silence, car la parole est au Seigneur. Bien sûr, auditeurs, je vous encourage à lire la totalité du poème pour bien saisir les nuances. Mais Boniface, qu'est-ce que cela nous dit d'Alphonse? Ah, Dieu, oui, c'est une question qui va être très importante pour lui. Une recherche durant toute sa vie, une recherche difficile. Lamartine, il aime Voltaire, comme Chateaubriand d'ailleurs. Voltaire, nous le savons, hein, il est déiste. Il croit en Dieu, il croit au grand horloger. Il ne croit pas du tout aux religieux et aux religions. Et Lamartine, c'est un petit peu pareil. Il trouve ces religieux quelque peu risibles et sans grand intérêt. Dieu, oui, Dieu, comme il dit dans ses poèmes. Dieu est la question. Toute sa vie, Lamartine va chercher Dieu, cette force spirituelle omniprésente et pourtant si absente certaines fois. C'est la raison de son voyage en Orient. Il a lui aussi écrit sur l'Orient comme Chateaubriand, avec une quête beaucoup plus sérieuse que Chateaubriand. Nous avons bien vu avec notre ami Michetot que cherchait réellement Chateaubriand. Non, Lamartine, lui, va là-bas pour trouver les terres du Christ et pour essayer de voir s'il a ce Dieu au fond de lui, s'il peut y faire confiance. Hélas, les drames de sa vie vont noircir cette quête. En premier lieu, bien entendu, son grand amour, son grand et unique amour, pourrait-on dire, en tout cas son amour passionnel, son amour pour Julie Charles. Julie Charles est mariée, un scientifique qui s'appelle Monsieur Charles, évidemment. Malheureusement, elle est touchée par les poumons, elle est très mal. Elle va à Aix-les-Bains, à côté du lac du Bourget, pour être soignée, pour essayer de gagner un peu de cette vie qui s'échappe. Et il la rencontre par hasard, et il en tombe follement amoureux. Elle aussi, d'ailleurs, est amoureuse de lui. Ils vont faire le tour de ce lac, et ils vont s'aimer le temps d'un été. Après, elle doit rentrer à Paris. Ils s'écrivent, il va lui-même, il retourne à Paris, il va la voir. Mais il espère évidemment se revoir l'année suivante, encore l'été, au lac du Bourget. Mais malheureusement, elle ne tiendra pas jusque-là. Elle mourra avant. Et avant de mourir, elle lui dit deux choses. Pour la première, de ne pas l'oublier. La deuxième, de continuer à écrire. Parce que Lamartine, c'est ça, c'est une plume. Et il va écrire, il va composer cette œuvre merveilleuse qui s'appelle Elvire, dans laquelle il raconte cette explosion de romantisme, très fort et très dur à la fois. Et il rencontrera par la suite une Anglaise, Mary Birch. Et il se la rencontre à Chambéry, très près donc du lac du Bourget. Il la rencontre chez sa famille, un peu par hasard aussi.
Elle n'est pas spécialement jolie, elle est anglaise, anglicane. Et en plus, sa famille, la famille Birch, déteste Chateaubriand. Chateaubriand, pardon, Lamartine. Elle déteste aussi Chateaubriand d'ailleurs, parce que ce sont des poètes. Alors les poètes, qu'est-ce que les poètes, si ce n'est des oisifs, des menteurs, des séducteurs, des parasites. On l'enlève, Mary, de cette rencontre tout à fait malfaisante. Mais ils s'écriront quand même. Ils s'écriront et en fait, Mary va représenter ce qu'il cherche quelque part. Il ne croit plus à l'amour-passion, il est déjà occupé par Julie dans son cœur. Il cherche un autre amour, un amour d'une personne, d'une femme pouvant lui donner l'inspiration et pouvant le comprendre, une artiste. Mais elle est artiste, Mary. Elle est peintre, elle est sculpteur, elle est douée pour beaucoup de choses. Elle va l'aider à écrire. Et par lettre, par écrit, par rencontre, ils vont finir finalement s'aimer. Et elle va le retrouver en France. Elle va même renoncer à sa religion. Elle va de se faire catholique, si tant est qu'il soit intéressé par cette conversion. Ils vont se marier et il avouera un petit jeune qui commence à écrire, qui sera un ami, un de nombreux amis qui tourneront autour de la maison des Lamartine, un certain Victor Hugo, que tu connais, cher Socrate. Et il dira à Hugo, j'ai une vie décousue jusqu'à Marie. À partir de là, j'aurai une femme dans ma vie. Et il a raison, car il va rester avec elle jusqu'à la fin. Marie va l'aider dans ses écritures, elle va l'aider dans sa politique, elle va être toujours là. Elle va lui donner 2 enfants. Et on peut dire, là, le Seigneur enfin l'écoute et lui apporte en fait ce qu'il cherche. Mais non, mais non, le drame va le toucher. Alors qu'ils sont en Angleterre, où ils croisent l'ambassadeur de France à Londres, un certain Chateaubriand, le jeune fils va être malade, il va prendre froid dans cet hiver anglais et il va mourir. Un drame déjà pour Chateaubriand, pour Lamartine, pardon, pour Lamartine qui a déjà souffert de Julie. D'ailleurs, sa fille à Lamartine va s'appeler Julia. Julia. Il a redonné le nom de Julie à sa fille, l'être qu'il aimera le plus au monde. Donc effectivement, il n'a pas oublié Julia. Et Marie le sait. Marie le sait très bien. Et elle n'en porte pas ombrage. Cet amour, au-delà des morts, au-delà de la mort, va la toucher aussi. Parce qu'il aime également. Et puis donc, il part en Orient, comme nous disions. Et en Orient, Julia va mourir. Et pour lui, ça va être peut-être la fin de quelque chose, la fin de sa quête. Il écrit de Balbec, j'entends siffler le vent moqueur, comme si Dieu se moquait de sa recherche. Alors ce dernier drame, il ne pourra pas le supporter. Il en voudra à Dieu. Il ne voudra pas lui pardonner. Il essaiera de le faire toute sa vie, mais il semblerait que ce soit au-dessus de sa volonté. C'est très intéressant ce que tu dis là, Boniface. On voit qu'il y a un vrai travail chez Lamartine et que tout est dédié à Dieu. Mais comme tu le disais, tous les drames de sa vie le mènent vers une espèce de nostalgie, d'un tourbillon d'émotions tellement négatifs qui doivent lui peser, tout doit peser sur la conscience d'Alphonse. Et c'est pour ça que beaucoup d'historiens et de littéraires considèrent que son recueil, Les Méditations poétiques, signe un vrai tournant dans l'arrivée d'un nouveau genre. On retrouve une émotion poignante, une sensibilité qui défile au fil des phrases et des mots et qui nous attrape, nous, lecteurs, et qui vient nous tirer vers les abysses. On y parle de vulnérabilité face au courroux de notre existence. Lamartine a ce talent vraiment pour nous, nous emmener dans son monde si torturé. Et on retrouve, comme tu le disais si bien, les femmes qui viennent chambouler les sentiments d'Alphonse. Peut-être un petit peu moins que Chateaubriand, parce que Marianne Birch a été, comme tu l'as très bien dit, euh, un changement vraiment sur le long terme pour Alphonse qui
il semblerait et était d'une fidélité irréprochable avec sa femme. Mais peut-on penser qu'il ait eu d'autres inspirations féminines? C'est une bonne question. Tu sais, même si j'étais un peu loin de lui et qu'on se parlait le soir, quand Fido dormait dans son immense idiotie, les femmes, oui, bien sûr, les femmes ont inspiré. Les poètes, ils ont inspiré Lamartine. Mais là, il y a, comme tu disais, une brisure, une cassure totale dans sa vie. Il faut voir que très jeune, il voulait se marier, déjà, avec une jeune roturière. Et une roturière, voilà. Et donc, sa famille va lui refuser. Son oncle lui dira, oh, donne ton cœur à qui tu veux. On en a cure. Mais ton nom, non. Ton nom, tu dois le garder parce que c'est ta seule richesse. Alors, ben, il va écouter son oncle, il va partir en Italie. Et en Italie, eh oui, il y a des femmes, et il y a du rire, il y a du vin. Et il va nous écrire un superbe ouvrage, du romantisme, mais vraiment magnifique. Ça s'appelle Graziella. Et Graziella, c'est une femme italienne qu'il a rencontrée. Encore une roturière, décidément. La fille de marin. Il va en tomber amoureux et malheureusement, il va un peu jouer d'elle. Un petit peu comme Chateaubriand a fait avec toutes ses femmes, peut-être. En tout cas, il va lui faire croire des choses qui ne tiendra pas. Et de retour en France, il va culpabiliser de ça. Il culpabilise de ces espoirs qu'il a fait naître. Et c'est là qu'il rencontre Julie, dont on a parlé. Cet amour-passion qui s'éteint trop vite et qui l'amène dans les bras de Mary, qui va apporter un autre amour, peut-être aussi fort finalement. Alors, bien entendu, comme tu le disais, il vit des choses différentes, mais effectivement, avec des femmes moins, mais peut-être plus fortes, et avec un chat, loin aussi, plus loin que Michetto pour Chateaubriand, mais aussi fort. Tout à fait. Et aurais-tu, comme l'a fait Michetto auprès de Chateaubriand, aurais-tu aimé partager la vie d'Alphonse Boniface? Ah oui, si tu veux, Michetto, c'était différent. Il était au pied de Chateaubriand, il le suivait partout, même chez ses maîtresses. Il était partout, Michetto. Moi, je n'étais pas dans ce style de relation avec Lamartine. Il avait d'abord ce chien idiot, mais Lamartine avait besoin qu'on le sorte de sa vie, alors que Chateaubriand avait besoin qu'on le ramène dans sa vie. C'était très différent. Et notre relation, et je pense, était pratiquement aussi forte que celle de Michetto avec Chateaubriand. J'ai apporté à Lamartine tous ces terres qui manquaient, ces paysages extérieurs qui devaient le sortir, surtout de cet enfermement et de ces drames qu'il a vécu. Tu sais, quand Julia est morte, il a écrit un texte que je me permets de te lire, qui est très très fort, et qui te montre à quel point il avait besoin de sortir de lui-même. Il écrit: Maintenant, tout est mort. Dans ma maison, vide, aride, deux yeux toujours pleurent devant moi. Je vais sans savoir où, je vais sans savoir pourquoi. Mes bras s'ouvrent à rien et se referment à vide. Incroyable. C'est vraiment le talent d'Alphonse qu'on retrouve. Il enchaîne les figures de style avec tellement de passion. C'est vraiment bouleversant. Et il en a des vers. J'encourage tous nos auditeurs à aller explorer la qualité d'écriture d'Alphonse. Si tu le veux bien, je vais aussi lancer quelques petits vers qui m'ont beaucoup plu, notamment sur la sagesse, une fois encore, et sur le fait de cultiver les fruits de la vie. Il écrit: Choisissez une vierge éclose parmi les lits de vos vallons. Enivrez-vous de son haleine, écartez ses tresses d'ébène, goûtez les fruits de sa beauté, vivez, aimez, c'est la sagesse. Alors, pour terminer, mon cher Boniface, que pouvons retenir de Lamartine, de sa vie, de son accomplissement, de l'homme qu'il est et qu'il était? Écoute, en tant que chat, en tant que son chat, car je me considère comme son chat, je te dirais, qu'il a vécu selon son cœur. On pourrait dire tellement de choses sur lui. Il dit une phrase très belle sur ça. Il dit: la victoire, c'est réagir selon son cœur. Et c'est tout Lamartine qui est là-dedans. Et s'il me faut finir par quelques vers, j'aimerais te lire ce qui, à mon sens, caractérise tout à fait Lamartine. Cueillir l'instant présent malgré le drame.
de la vie et de sa finalité. Cueillir l'instant présent. Alors, je le lis. Le flot fut attentif, et la voix, qui m'est chère, laissa tomber ces mots. Autant suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Merci Boniface. Nous nous retrouverons peut-être bientôt dans un arbre à chat. Si tu le souhaites, la prochaine fois, j'ai entendu qu'il y aurait un certain chanoine qui connaît très bien Victor Hugo qui viendra nous visiter. Tu pourras venir prendre le thé avec nous. On pourra aller chasser les souris ensemble si tu veux.